Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Jesús Díaz de Vivar. On parle d'un jardin sur les toits et on part à Valence. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Eh bien, cette fois, on va parler des micro-algues avec un spécialiste, quelqu'un qui est motivé et qui a envie de faire bouger les lignes. Bonjour et bienvenue, Jesús. Bonjour, je suis très content d'être avec vous. Non, je suis très content de pouvoir échanger avec toi. On s'est vu dans la vraie vie, tu étais entrepreneur de l'année en 2023, c'est le Petit Journal qui t'a offert ce prix pour le travail que tu fais avec un jardin sur les toits. Tu avais l'air très ému quand tu as récupéré ton prix. Oui, c'est toujours émouvant, tu sais, et puis moi, je suis quelqu'un excessivement timide, malgré les apparences, qui aime peu s'exprimer en public. En fait, je préfère surtout travailler en laboratoire ou travailler sur des sujets, effectivement, que je maîtrise. Et je ne suis pas un grand orateur, et donc c'est pour ça que je ne serai jamais un homme politique. Eh ben, en tout cas, ça tombe bien, 3 millions d'auditeurs mensuellement vont écouter ton podcast, donc là, on est en toute intimité, on est d'accord. Oui, j'espère bien. Ça, c'est pour te décontracter. Alors, je les vois pas, donc c'est pas grave. Très bien, voilà. C'est un des avantages de la radio. Il n'y a que la voix. Toi, tu es à Valence, au moment où on se parle. Valence qui, pour le coup, on va parler du changement climatique, vient de traverser une épreuve extrêmement difficile. Tu m'as dit que le moral des habitants était très bas. Vous avez vécu quelque chose d'assez traumatisant. Alors, déjà, une question. Toi, comment tu as vécu ces inondations épouvantables ? Écoute, c'était absolument affreux, surtout que ça aurait pu être évité. Je pense que les pouvoirs publics sont vraiment très mal comportés, en mal appréhendant la chose. Moi-même, en fait, je n'avais pas été prévenu et au moment où la déferlante est arrivée, j'étais sur un pont, donc j'ai failli passer par-dessus le pont. Wow. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Oui. Maintenant, on peut en parler effectivement avec du recul, mais ça a été compliqué, ça a été difficile. Heureusement, moi, j'habite en centre-ville, donc en centre-ville, on a été beaucoup moins touchés. Mais par contre, nos installations qui sont à l'extérieur, elles ont été à 50% détruites. Donc, c'est dur pour tout le monde, je pense, effectivement. C'est dur pour la population. Ça mettra énormément de temps pour que le tout soit reconstruit. Et surtout pour que les plaies, en fait, des habitants qui ont absolument tout perdu, et comme je le dis une fois de plus, que cela aurait pu être évité, en fait, se referment. Donc, on est dans une ville un peu sinistrée, avec un peuple avec un moral très bas, en fait, un peu triste. J'imagine. Ouais, vraiment. Quand tu as vu cette montée des eaux, on a eu des images, c'est incroyablement spectaculaire. Ah, tu as dû voir ta vie défiler, hein ? Oui, spectaculaire, oui, c'est spectaculaire, mais en fait, c'est comme tout, en fait, comme un volcan, comme n'importe quoi. On a toujours l'impression que ça ne va pas arriver, que ce n'est pas possible, mais ça arrive tellement vite, tu vois, que les gens n'ont pas le temps, effectivement, de s'en rendre compte. Ils auraient pu, tu sais que l'alarme a été donnée par Madrid, en fait, très très tôt le matin, et que Valencia, effectivement, n'a sonné les alarmes qu'à 20h du soir. Donc, les gens auraient pu, effectivement, si tu veux, se protéger. Et c'est vrai que, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas pu. Et c'est pour ça qu'ils sont en colère, et on peut comprendre leur colère. Bien sûr. Et oui, c'est impressionnant, oui. Mais tout est impressionnant. Tu sais, moi, j'ai vécu des tremblements de terre, des choses comme ça. Et c'est également impressionnant quand tu sens la terre, effectivement, qui pérote sous tes pieds. C'est exactement la même chose, quoi. Donc, il y a un temps d'adaptation toujours pour que ton cerveau, en fait, réalise qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ce petit moment-là, en fait, qui est le moment important pour te sauver la vie. Alors Jesús, on va rentrer sur ton cursus pour bien comprendre qui tu es. Tu es originaire de Paris, d'origine espagnole. Tes parents ont vécu un moment en France, maintenant les voilà en Australie. Ils ont un peu la bougeotte, un peu comme toi d'ailleurs finalement, puisque tu vas faire des études de biotechnologie avec une spécialisation sur les micro-algues. Tu vas étudier à Paris, en Australie, en Angleterre, aux USA. Quelque part, être chercheur, ça te pousse à aller voir, à avoir une vision globale, à aller voir à droite, à gauche, comment ça se passe dans le monde ?
Écoute, moi, je pense que c'est fondamental. Alors, tous les chercheurs ne le font pas, mais moi, je crois ce défaut, et en tous les cas, c'est la façon dont j'appréhende les choses. J'ai besoin de comprendre. Alors, déjà, j'ai besoin de comprendre la Terre dans son histoire, sa formation, d'où elle vient, comment les océans se sont formés, pourquoi, quelles ont été les évolutions. Ça me permet d'aller de l'avant, si tu veux. Et le fait d'aller étudier dans différents pays, à savoir qu'en plus, de toute façon, la langue moteur qu'on emploie tous dans la recherche, c'est l'anglais. Pour moi, c'était fondamental. Et j'ai besoin de me confronter effectivement aux autres visions, tu vois, à travers le monde. J'ai besoin de comprendre les climats, j'ai besoin de comprendre effectivement ce qui s'y passe. Et donc, je pense que si tu restes dans un laboratoire, dans un lieu dit et que tu n'en sors jamais, tu as une vision un peu étroite, un peu comme si tu regardais le monde à travers le trou d'une serrure. Et c'est pas possible, si tu veux aller, si tu veux évoluer, si tu veux vraiment chercher, si tu veux vraiment trouver quelque chose de nouveau. Donc oui, pour moi, c'était fondamental. Alors, parlons de l'histoire, justement. Il y a bien la micro-algue qui était là depuis bien longtemps avant nous. Il y a 3 milliards d'années, c'est le premier micro-organisme que l'on a pu identifier. Micro-algue essentielle dans notre fonctionnement. Et d'ailleurs, tu as décidé d'en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'en 2010, quand tu crées la société Un Jardin sur les Toits, l'idée, c'est que cette micro-algue peut nous aider dans notre quotidien. La microalgue, elle est, comme tu l'as très bien dit d'ailleurs, voilà, en fait, c'est le premier organisme, c'est la cyanobactérie avant les microalgues, hein, mais c'est le premier organisme qui est apparu il y a 3 milliards d'années, effectivement, dans les océans. Et c'est grâce à elle qu'on arrive à respirer. De toute façon, en fait, si on a de l'oxygène et si on a une goutte d'ozone, c'est grâce aux microalgues. Donc, sans microalgues, effectivement, on serait déjà mort depuis très longtemps. Dans tous les cas, la vie ne se serait pas développée de la façon dont on la connaît aujourd'hui. Donc, les microalgues servent à tout, en fait. Elles servent effectivement, à travers le processus de la photosynthèse, à absorber du CO2, entre autres, et donner de l'oxygène. Elles sont 12 fois plus efficaces, effectivement, que les plantes terrestres. D'abord parce qu'elles sont à l'origine, effectivement, de la vie sur Terre. Et ensuite parce qu'elles se développent. Certaines microalgues peuvent se développer en 48 heures, ce qui n'est pas le cas, effectivement, malheureusement, pour un arbre. Et elles servent donc effectivement à purifier l'air. Elles servent aussi à purifier l'eau. On s'en sert pour faire de ce qu'on appelle de la biorémédiation. Mais ensuite, elles servent dans toute une pléthore d'industries, en fait, que ça aille effectivement dans la pharmacie, dans la pharmacopée, la beauté, toutes les industries chimiques, bien sûr, un super aliment. On en fait effectivement des biofuels. Dans l'industrie spatiale également, elle est très utile. Tu peux créer effectivement des gaz naturels comme de l'hydrogène, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose, si tu veux, qui peut aider. Si demain, voilà, pour faire bref, si demain on devait aller vivre sur Mars grâce à Monsieur Elon Musk, effectivement, juste avec des microalgues, tu pourrais survivre parce que tu aurais de l'oxygène, tu pourrais purifier ton eau, tu pourrais avoir un super aliment, tu pourrais te soigner, tu pourrais tout faire, même être beau. Donc, oui, c'est quelque chose de fondamental et de complet. Ouais. Jésus, si on t'écoute, ça a l'air tellement simple. Pourquoi c'est difficile d'avoir des subventions, de faire développer cette structure, d'aller plus vite, d'aller plus loin? Tu me dis, il faut éduquer, mais en même temps, faire bouger les lignes, c'est compliqué. Faire bouger les lignes, c'est compliqué parce qu'effectivement, travailler avec des microalgues, c'est des investissements qui sont conséquents. Comme je te le disais au préalable, en fait, souvent, moi, quand je parle de mon métier, les gens écarquillent les yeux, ils comprennent absolument rien de ce que je dis. Ils ont toujours cette notion d'algues qu'ils ont vues sur les plages en disant « Mais l'algue, c'est tout pourri, ça sent bon, c'est pas bon. » C'est pas bon pour le tourisme, etc., etc. Ils ont du mal à comprendre, effectivement, que les algues sont la base de tout, effectivement, sur Terre. Et donc, pour eux, ça peut-être que ça a encore un aspect un peu, tu vois, négatif. Et c'est toujours la même chose, quand l'être humain a du mal à conceptualiser quelque chose, il a du mal, effectivement, à investir. Après, quand il fait, effectivement, des plans en lui disant, voilà, si on produit telle molécule, effectivement, c'est une molécule excessivement rentable pour la pharmacie ou pour la beauté qui vont aujourd'hui de plus en plus vers des produits bio. Ils arrivent doucement à comprendre, mais on est vraiment au balbutiement, si tu veux, effectivement, de cette façon de penser, tiens. Et c'est toujours la même chose aussi, tu vois, quand tu cherches des sponsors ou des choses comme ça, les gens ont du mal à aller vers
des solutions qui sont vraiment efficaces. Ils préfèrent effectivement faire des petites choses qui vont faire un peu de greenwashing, des choses comme ça. Mais investir vraiment dans des infrastructures qui vont être utiles pour compenser des choses réelles, qui sont tangibles, si tu veux, basées sur des études réelles, c'est toujours beaucoup plus compliqué, parce que ça veut dire effectivement que tu dois quelque part avouer que tu es un pollueur, tu vois, en fait, qui a besoin de compenser quelque chose. Et l'être humain a du mal, si tu veux, à avouer ses fautes. Hein. Donc, alors je comprends. C'est un peu le souci, voilà. Dis-moi si je dis une bêtise, mais grâce au processus de photosynthèse, la micro-algue capte le CO2 de l'air ambiant et libère de l'oxygène. C'est 12 fois plus efficace qu'une forêt de même superficie. Donc tu en poses sur des toits d'immeubles et ça fait respirer la ville. Quand on voit que derrière, ça peut avoir plein d'avantages avec des compléments alimentaires pour la santé, pour la beauté, pour les biocarburants, ça paraît tellement évident. Pourquoi ça va pas plus vite? Pourquoi ça va pas plus vite? Écoute, ça va pas plus vite parce que c'est un manque de volonté. Et puis aussi, effectivement, il faudrait que les gouvernements légifèrent. Mais au lieu de légiférer, tu vois bien, effectivement, quand tu regardes tous les gouvernements mondiaux, quand tu regardes nos dirigeants, quand tu regardes les COP, quand tu regardes ce qu'il en sort, en fait, il y a des lobbies qui sont beaucoup plus forts que nous, qui font qu'on fait un pas en avant, 3 pas en arrière. Tu vois, c'est ça le problème. Regarde, nous, en 2017, on a gagné un concours dans le cadre de Réinventant la métropole du Grand Paris. Voilà, avec un promoteur immobilier qui était très content d'avoir gagné ce concours, évidemment, parce que ça lui donnait un chantier absolument énorme. Et on a gagné le concours parce que effectivement, il y avait l'implantation d'une ferme de microalgues sur les toits qui permettait effectivement de purifier l'air de Nanterre. Tu vois. Donc, surtout dans un carrefour où il y avait énormément de circulation, etc., etc. Donc, c'était tout bénéf, effectivement, pour les usagers, pour les habitants. Et le maire local était ravi. Simplement, pour faire financer, évidemment, le financement de cette ferme de microalgues sur le toit, elle est prise en charge, effectivement, par le promoteur immobilier. Mais c'est ce qui a été le plus compliqué à faire financer. Parce qu'une fois qu'il avait le contrat, pourquoi si vous voulez dépenser 1 euro de plus? Ben non. Tu vois. Et donc, c'est toujours la même chose. Donc, si tu veux, ils veulent effectivement te mettre en avant parce que ça donne une belle image, parce que ceci, mais à partir du moment où il faut sortir le carnet de chèque, il n'y a plus personne. Et ouais. Donc, voilà, c'est toujours le même problème. Si tu veux. Donc, et c'est pour ça qu'on en est toujours et qu'on revient aux énergies fossiles, sans cesse, etc., etc. Donc, c'est ça. La vraie problématique, elle se situe là, en fait. Donc, le jour où les dirigeants écouteront effectivement des scientifiques en disant il faut tendre vers ça, il faut aller vers ça, parce que c'est une évidence, parce que ce sont les vraies solutions, à ce moment-là, on avancera. Mais on voit bien aujourd'hui, même avec ce qui s'est passé aux États-Unis, que c'est pas du tout évident. Voilà. Jésus, ma dernière question. À ce jour, quand tu regardes un peu ton parcours, le travail que tu as fait, les prix que tu as gagnés, comme je les ai évoqués, c'est la déception, de l'espoir, de la fatigue ou un peu de rage intérieure? C'est quoi le mot qui va le mieux s'associer avec ton parcours? De rage, non, j'ai absolument aucune rage parce que en fait, si tu veux, je regarde le monde avec un regard un peu extérieur. Donc, en ce sens que moi, j'aime la planète dans sa globalité, donc je la regarde dans sa globalité, je regarde effectivement tout ce qui la peuple, sa faune, sa flore, ses plantes, ses animaux, et pour moi, l'être humain fait partie de ces animaux. Et donc, si tu veux, j'essaye de faire en sorte que cette belle race humaine continue à vivre, mais si elle veut pas, on a envie de dire Inch'Allah. Hein. Donc, non, j'ai absolument aucune rage, j'espère simplement développer encore de très jolis projets qui prouveront effectivement que ce qu'on fait, ça a une véritable valeur, une valeur ajoutée pour l'être humain. Hein, donc, ce qu'on défend quand même, on est des êtres humains aussi, donc on est là effectivement pour défendre nos espèces et sauvegarder les autres. Mais pas de rage, non. Parfois de la fatigue. Un peu de fatigue, ouais. C'est vrai. Ou de l'attitude, si tu veux, effectivement.
Et ben en tout cas, mais nous, ça s'arrête là. sur la radio, on a été content d'éclairer ce parcours et de parler de ce sujet sur notre antenne. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Tu retournes sur ton toit, là, à Valence ? Non, il faut que j'aille m'occuper malheureusement des bioréacteurs qui ont été détruits. Donc là, on n'est pas sur un toit, on est vraiment dans une surface plane. On était au ras du sol et c'est pour ça qu'on a eu autant de problèmes. Eh ben, bon courage à toi et aux équipes. Mille merci. Merci à toi. Au plaisir de se retrouver. Très bientôt. Salut. Merci. Ciao, ciao. Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr